quand on veut, encore une fois, quand on veut industrialiser notre pays, quand on veut industrialiser un pays comme le Sénégal, il va falloir, comme on dit, mettre en place des industries lourdes. Et quand je dis des industries lourdes, c'est des industries qui vont transformer nos matières premières. On va mettre en place des aciéries, on va mettre en place des fonderies, on va mettre en place des... etc. Et Habib, c'est là où je dis, c'est là où je vous rejoins. C'est pas avec du solaire qu'on va le faire. Salam, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici your boy Habib Sal. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Salam les amis, j'ai un petit message rapide à vous faire passer. Comme vous savez, 90% de notre audience qui écoute et regarde le podcast ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube. J'ai une faveur à vous demander. Si jamais vous trouvez ce podcast utile, intéressant et pertinent, la meilleure manière de nous soutenir, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner en bas. Et en contrepartie, je m'engage à faire de mon mieux pour trouver des invités de qualité et à avoir des sujets de discussion impactants et inspirants. Merci beaucoup, Yadjef Nyofar, et profitez du prochain épisode. Peace and love. J'ai le grand honneur de recevoir aujourd'hui mon cher May Haj, qui est auteur du livre sur le changement climatique et les menaces sur l'Afrique, ingénieur en électricité et manager en ressources énergétiques. May, bienvenue au cercle. Merci Habib, merci pour l'invitation et je suis très heureux en tout cas d'être devant vous, donc pour ce podcast. Moi effectivement je suis, comme vous l'avez dit, je suis ingénieur à la base en génie électrique et manager en ressources énergétiques aussi. Donc j'ai pas mal d'expérience en fait dans tout ce qui est énergie parce qu'effectivement j'ai fait quasiment 20 ans à la Sonatel, donc je m'occupais essentiellement de tout ce qui est énergie au niveau de cette boîte, dans laquelle j'ai contribué en tout cas à mettre en place une énergie de qualité. Et donc par la suite, j'ai en tout cas créé, je suis parti en pré-retraite si je puis dire. Et c'est là que j'ai créé mon propre cabinet qui intervient toujours dans les questions énergétiques, donc pas seulement au Sénégal, mais surtout de l'Afrique. Et j'ai en fait, dans mon parcours, j'ai aussi écrit l'ouvrage effectivement le changement climatique, donc la lourde menace sur l'Afrique, qui nous réunit donc ici aujourd'hui. Voilà. Oui, exceptionnel. Je connais un petit peu la maison d'édition qui vous a fait éditer de la part de Omar Massali, qui nous a mis en relation, que je salue au passage déjà. En tout cas, félicitations pour cet excellent ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement, en fait, quel est le message final que vous cherchez à transmettre à travers cet ouvrage? Super. Donc, comme vous, au passage, moi, je salue effectivement Massali, effectivement, qui a accepté en tout cas de produire cet ouvrage. Donc, le message, typiquement, en fait, le message que j'ai voulu passer, il est de deux sortes, si je puis dire. Parce qu'effectivement, j'ai voulu, dans un premier temps, alerter en fait les Africains sur la lourde menace qui plane sur l'Afrique. Et quand je dis vraiment lourde menace, il y a vraiment des menaces, en tout cas, si on n'y prend pas garde, ça va nous faire très très mal dans l'avenir. Je peux éventuellement les résumer ou les développer si vous souhaitez. Mais en fait, la deuxième partie, le deuxième message que je véhicule en fait dans cet ouvrage est destiné plus aux décideurs africains. Voilà, parce qu'effectivement, moi j'avais la nette impression que
les Africains ne sont pas, en tout cas, très au courant des véritables enjeux autour de cette question climatique. Donc l'Afrique a été, en tout cas, naïvement embarquée dans le concept du développement durable. On va en parler certainement. Mais l'objectif, en tout cas, de ce livre, dans la deuxième partie, c'est vraiment de donner un éclairage donc, pour les décideurs, pour que les Africains comprennent véritablement où est-ce qu'on doit, en tout cas, mettre le doigt et quel agenda, en fait, on doit mettre en place pour changer, en tout cas, la donne donc, de ce sous-continent. Voilà. Excellent. Maintenant, vous avez suivi ce qui s'est passé avec la COP28, qui est la conférence des parties organisée par un démembrement des Nations Unies, plus particulièrement GIEC, et qui a pour objectif de réunir les différents pays et les chefs d'État, les experts, les ministères respectifs ministères respectifs de l'environnement des différents pays pour discuter sur le changement climatique, le réchauffement climatique, fixer des objectifs. Je pense que l'objectif principal, c'est de réduire le réchauffement à 1,5 d'ici 2030. Et vous avez suivi les discussions, les engagements. Donc, avant qu'on entre dans les menaces que vous avez citées dans votre ouvrage, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les engagements qui ont été pris durant la COP28 sur le plan énergie, sur le plan environnement et aussi la part importante que l'Afrique devrait en fait s'engager et puis participer et contribuer à ces objectifs-là? Super, super. Donc effectivement, ce que je dois effectivement repréciser, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez introduit, hein, la COP, c'est effectivement un démembrement des Nations Unies qui est chargé effectivement de trouver des solutions à la planète. Voilà. Donc, on en est à la 28e COP. Donc, ça veut simplement dire que ça fait 28 ans. Même quand on prend l'historique, c'est 30 ans, ça fait 30 ans parce qu'ici, il n'y avait pas l'épisode de Covid. Donc, on parlait de COP 30. Donc, okay. Là, on est à la 28e COP qui s'est passée à Dubaï. Et typiquement, en fait, l'objectif, c'est de contenir, en fait, la température, l'augmentation de la température de la planète par rapport à une référence. Et la référence, en fait, c'est l'ère, comme on dit, pré-industrielle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pré-industrielle, où vraiment où il n'y avait aucun développement lié en tout cas, aux questions énergétiques. C'est à partir de ce moment, effectivement, que le compte à rebours, en fait, a commencé. Et l'objectif est de contenir avec l'accord de Paris, si je précise bien. La COP 21. La fameuse COP 21. Cet accord, en fait, avait pour objectif de contenir la température, l'augmentation de cette température de la planète à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Voilà. Et ça, c'est vraiment un objectif donc, qui était sur papier. Mais entre, effectivement, l'objectif et, comme on dit, la réalité, c'en est tout autre. Donc, il y a des résolutions qui ont été prises lors de la COP 28. Pour les résumer, en fait, mais bon, entre les déclarations et entre la réalité, il y a vraiment un fossé. Et cette COP 28 avait donc une connotation particulière parce que ça s'est déroulé d'abord dans un pays pétrolier qui utilise beaucoup d'hydrocarbures. Et dans le classement, en fait, il y a un classement que souvent, en fait, en tout cas, certains organismes font. Par tête d'habitants, si on le ramène par tête d'habitants, le Qatar fait partie le Qatar, il en fait partie. Les Émirats arabes font partie effectivement des pays les plus, en tout cas, pollueurs au monde. Voilà. Ah ouais, en termes du taux de pollution par habitant. Exactement. Quoi. Mais si on prend toute la péninsule arabe, ils sont en tête. Vous prenez le Qatar, vous prenez les Émirats arabes, vous prenez l'Arabie saoudite.
voilà, ils sont quasiment dans le peloton de tête, quoi. Donc, les pays pollueurs par tête d'habitants. Parce qu'effectivement, ils utilisent beaucoup d'hydrocarbures et ils sont pas, en tout cas, ce ne sont pas des populations extrêmement élastiques. Voilà. Ouais. Et ce qui est constant, il y a effectivement il y a des résolutions qui sont sorties dans cette COP. On va certainement en parler, mais moi je vais les résumer, disons, en 3 thèmes qui ne me surprennent pas, si je puis dire. Le premier, voilà. Non mais clairement, hein, le premier, effectivement, fallait s'y attendre, c'est le triple, il parle de tripler les énergies propres d'ici 2030, donc multiplier par 3 l'usage des énergies propres telles que solaire, éolien en particulier. Ça, c'est la première résolution. En tout cas, c'est pas un classement, donc 1, 2, 3, hein, mais en fait, je mets le doigt dessus. C'est juste des objectifs généraux. Exactement, quoi. Exactement. La deuxième résolution qui a été prise, c'est justement sur les pertes et dommages. Et ça, effectivement, moi, je vais y revenir. Et ça crée beaucoup de polémiques, là. Le fameux fonds de pertes et préjudices. Absolument. On va en parler après. On va en longuement parler, si vous voulez. Donc, effectivement, il y a cette troisième résolution, donc, qui a trait à la sortie des énergies fossiles. Voilà. Fossiles. Et c'est là où, comme on dit, en tout cas, tout le problème, il est quoi? Parce que les gens, en tout cas, ceux qui organisaient la COP, ils sont en train de se glorifier pour dire que c'est la première fois que la mention de sortie des énergies fossiles est clairement écrite dans le protocole. Vous le disiez tantôt, on en est à la 28e COP. Ça fait 28 ans qu'on organise des COP. Ouais. Attendre tout ce temps pour dire que on va écrire, je dis bien écrire, la sortie des énergies fossiles. Moi, je trouve que, voilà, en tout cas, si nous, Africains, nous n'avons pas compris véritablement les enjeux, ça va être grave pour nous. Donc, Non, mais je pense que ce serait intéressant d'entrer en détail sur chaque objectif parce que, comme vous savez, l'Afrique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre sur le plan international. Ça veut dire qu'on est le continent qui pollue le moins et malgré tout subit le plus les méfaits, les conséquences, les impacts environnementaux, en fait, que ce soit la sécheresse, que ce soit la montée du niveau de la mer, que ce soit, en fait, des inondations, ainsi de suite. Maintenant, si on prend le premier objectif, le fait de tripler les énergies par rapport, ça concrètement, en Afrique, je sais que les Européens, ils sont dans une démarche de transition énergétique où ils tendent vers la neutralité carbone. C'est pour ça que je vois, surtout moi que je vis à Paris, je vois de plus en plus des véhicules électriques. Ils installent plus de bornes de recharge électrique que des stations de service de vente de carburant et de gasoil. Mais ça, c'est loin d'être la réalité pour nous en Afrique. Nous, on est toujours sur des véhicules à combustion avec essence et gasoil. Nos industries, les habitants, la majeure partie se base sur le charbon pour pouvoir se réchauffer, pour pouvoir faire leur cuisine. Donc, il y a certaines choses qui peuvent marcher dans les autres continents, mais qui ne marchent pas du tout, en fait, dans notre réalité. Est-ce que vous pouvez développer la conséquence de cet objectif sur l'Afrique et l'impact, que ce soit positif ou négatif, sur la population, quoi? Question effectivement extrêmement intéressante parce qu'effectivement cette question de tripler en fait les énergies propres, c'est un discours. Effectivement, contenir en fait, en tout cas, ce réchauffement climatique, clairement, il passe par ce qu'on appelle en fait le mitigation. Donc le mitigation, c'est vraiment l'atténuation par rapport, comme on dit, à l'usage des énergies fossiles. Maintenant, bon, cette résolution, moi, je peux l'analyser sous divers angles. Parce que vous posez effectivement un constat qui est clair. Hein. L'Afrique ne pèse pas plus de, donc on dit 3%, 4%.
Mais moi, je suis allé bien au-delà. J'ai essayé en tout cas de retravailler ce chiffre. Euh, Quand on parle de changement climatique avec ses impacts, les plus impactés, ceux qui souffrent en tout cas le plus, moi je considère que c'est l'Afrique subsaharienne, l'Afrique au sud du Sahara. Euh, Quand on exclut en fait le Maghreb, tenez-vous bien, Habib, euh, la part de responsabilité, en tout cas de ce sous-continent africain, ne va pas peser plus de 1% quand vous excluez le Maghreb et vous enlevez l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique, Oui. exactement, l'Afrique a 54 pays. Si vous excluez le Maghreb avec ses 6 pays, ça va nous rester 48 pays. Vous excluez, enfin, en tout cas, on sort l'Afrique du Sud qui est une puissance économique, qui représente 50% en fait, de ce sous-continent. Il va nous rester, tenez-vous bien, 47 pays. Et ces 47 pays ne pèsent pas plus de 1% de responsabilité dans cette pollution mondiale. Et c'est là où, justement, je vous dis, tout le problème, en fait, il est à ce niveau. Tout le problème est à ce niveau, parce qu'effectivement, il y a, je ne sais pas si vous suivez l'histoire de... Je vais tenter, en tout cas, de vous expliquer un peu l'historique qui nous a amené en fait dans ce carcan, si je puis dire. Le sommet de Rio, il a eu lieu en 92. C'est là où effectivement a été créé l'UNFCCC. Ils ont signé le protocole de Rio avec la création du... Et c'est là où vraiment ils nous ont enfermés dans une logique de développement durable, si je puis dire. Parce que à cette période, ils disent que tout le monde doit faire attention. Même si effectivement il y avait cette responsabilité, comme on dit, entre les grands et les petits. Mais typiquement, tripler la part du renouvelable d'ici 2030, moi je vais vous dire concrètement ce que j'en pense. L'Afrique a d'énormes potentiels d'énergie renouvelable. Ça, c'est évident. Si on reste sur le renouvelable, le solaire et l'éolien en particulier, l'hydraulique, je vais y revenir parce que l'hydraulique est classée dans les énergies renouvelables. Mais si on prend en fait ces trois énergies, qu'on mesure le potentiel africain, il est énorme. Ça, c'est une première chose. Tripler la part des énergies propres d'ici 2030, il y a un bénéfice à tirer pour l'Afrique. Vous savez pourquoi? On parle de 600 millions d'Africains qui n'ont pas d'électricité. On parle de taux d'électrification très bas, d'électrification rurale très bas en Afrique. Le solaire, si je prends l'exemple du solaire, c'est-à-dire que moi je suis spécialiste en fait dans ce domaine, je connais les possibilités de cette énergie. Voilà une occasion en tout cas qui nous est offerte pour, j'allais dire, booster, pour satisfaire la demande d'abord en rural. En rural parce que moi je fais partie en tout cas des fervents défenseurs du solaire dans ce domaine. Il n'y a pas une énergie plus adaptée que le solaire dans le rural. Mais désolé de vous couper, mais que pensez-vous des gens qui parlent ou bien qui critiquent le taux de rendement des énergies solaires? Je pense que si on analyse la surface nécessaire et la quantité en mètres carrés des cellules photovoltaïques nécessaires pour arriver à une puissance adaptée et qui peut être utile, et par exemple pour arriver à une puissance de 1 méga d'installation, il vous faut en fait une quantité assez importante de cellules photovoltaïques et une surface assez large. Et du coup, il y en a des gens qui disent qu'en fait, même si vous mettez des panneaux solaires partout au Sénégal, le rendement ou bien l'apport qu'on va avoir par rapport
à notre capacité énergétique, ce sera pas plus de 10%. Donc, on est toujours dépendant de l'énergie fossile pour pouvoir satisfaire la demande et surtout, sachant que cette demande dépend de l'augmentation démographique. Et du coup, que pensez-vous de ça, quoi? Tout Le à fait, tout rendement à de fait. l'énergie solaire. Effectivement, vous m'avez un peu marché sur la langue parce qu'effectivement, là, vous rentrez en fait dans la question du mix énergétique. Et c'est un point que j'allais effectivement aborder, que j'allais aborder parce qu'effectivement, le solaire a ses limites, clairement. Et vous en parlez. Si on anticipe un peu sur le débat, moi, quand je dis que je fais partie, en tout cas, des gens qui connaissent cette énergie, là, je suis vraiment dans le rural. Le rural, on n'a pas de réseau, en tout cas, interconnecté. Le réseau, en tout cas, si vous prenez le cas du Sénégal ou d'autres pays, quand on parle de rural, c'est des villages qui sont très éloignés, en fait, du réseau électrique. Donc, déployer, en fait, un réseau électrique dans ces contrées peut coûter très cher aux États. Et autre, en tout cas, particularité, c'est que ces villages ont des besoins énergétiques qui ne sont pas pareils que l'urbain. Donc, vous prenez en fait un village, disons un petit village avec ses hameaux, etc. Généralement, ceux qui n'ont pas d'électricité, vous leur apportez de l'électricité, ce dont ils ont besoin en primaire, c'est de pouvoir s'éclairer la nuit et de charger leur portable éventuellement. Je peux vous assurer que ça ne coûte absolument rien en énergie. Et déployer quelques panneaux pour se les satisfaire, c'est la chose la plus facile. Je suis d'accord. Maintenant, si on revient, comme on dit, si on revient en ville, moi je fais partie des défenseurs, en tout cas, de cette énergie. Vous êtes censé savoir que les factures sont très salées ici au Sénégal. Les factures coûtent cher au Sénégal. Et c'est partout dans le monde. Hein. Et c'est clairement. Je confirme. Mais je vais vous dire quelque chose, Habib. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi il n'y a pas une législation, en tout cas, pourquoi on ne légifère pas sur le fait de booster le mix énergétique individuel. Parce qu'effectivement, installer des panneaux solaires chez soi peut baisser, je ne dis pas peut effacer votre facture. La consommation. Peut baisser votre facture d'électricité. Voilà. Donc, vous pouvez, suivant la surface, vous parlez tantôt de surface, suivant la surface que vous aurez chez vous, vous pouvez, en tout cas, être entre, allez, on va dire 5% et 50% de baisse. Mais tout va dépendre vraiment de votre surface. Mais est-ce que les panneaux solaires sont abordables? Quels sont les prix pour avoir, par exemple, 1 mètre carré de panneaux solaires? Ben, effectivement, en fait, le coût des panneaux solaires est en chute continue. Depuis que les Chinois s'y sont mis, il y a une cotation $par watt. Ça veut simplement dire que la puissance, en fait, est associé au prix du dollar. Mais quand on regarde ce prix, il dégringole d'année en année. Donc, utiliser en fait du solaire, encore une fois, moi, quand je parle d'utiliser du solaire pour l'urbain, c'est pas pour faire tourner des climatiseurs, beaucoup de frigos, en particulier la nuit. Parce qu'il te faudra un système de stockage, batterie, et c'est là où, c'est là où le prix peut exploser. Mais au moins le jour, vous pouvez profiter, en tout cas, du gisement solaire qui est disponible, en fait, au Sénégal. Voilà. Ça aussi, c'est une autre problématique avec l'énergie solaire, c'est que la quantité d'énergie que vous absorbez en pleine journée, vous pouvez perdre 70 à 80% de ce rendement, en fait, dans la nuit, parce que notre système de stockage n'est pas aussi rentable et n'est pas aussi, en fait,
optimisé, quoi, comparé à d'autres moyens d'énergie, par exemple. Absolument, absolument. Ouais, Je, ouais, ouais. je vais rebondir sur un premier constat que tu faisais par rapport, comme on dit, à cette question de Mm. productibilité de cette énergie solaire en particulier. Parce que là, vous touchez en fait un problème très sérieux. Ouais. J'ai développé tantôt le fait de booster le solaire en rural et en urbain, mais au niveau En des urbain, ménages. ouais. Voilà. Mais quand on veut, encore une fois, quand on veut industrialiser notre pays, quand on veut industrialiser un pays comme le Sénégal, il va falloir, comme on dit, mettre en place des industries lourdes. Et quand je dis des industries lourdes, c'est des industries qui vont transformer nos matières premières. On va mettre en place des Ok. aciéries, on va mettre en place des fonderies, on va mettre en place des... etc. Et Habib, c'est là où je dis, c'est là où je vous rejoins. C'est pas avec du solaire qu'on va le faire. C'est avec du solaire qu'on va le faire, c'est sûr. Le rendement du solaire ne pourra pas gérer cette charge, cette Le demande. solaire a un facteur de charge très bas. Un facteur de charge, c'est lié justement à ce rendement dont vous parlez. Quand on veut industrialiser un pays, c'est pas avec du solaire qu'on va le faire. Et ça, je suis catégorique, moi, là-dessus. Et tous les spécialistes, en tout cas des questions énergétiques, le savent autant que moi. Maintenant, quand en fait, au niveau de la COP, ils disent que ils veulent tripler, comme on dit, c'est la part de ces énergies, il faut relativiser. Je vais vous donner quelques chiffres. Et vous allez comprendre la situation de ce monde. Les deux premiers pays pollueurs au monde, c'est la Chine et c'est les États-Unis. Le troisième, c'est l'Inde, en fait. Ces deux pays, c'est-à-dire qu'il y a des comparaisons surréalistes, mais je suis tenu de le faire pour que vous compreniez la situation énergétique de ce monde. Vous prenez le cas du Sénégal. Où nous sommes. Nous avons une capacité installée, ça veut dire aussi bien notre solaire, nos centrales qui tournent au fioul au Cap des Biches, à la Saint-Lec. Vous prenez notre capacité actuelle, retenez un chiffre qui est essentiel. Cette capacité dépasse un peu plus de 1500 mégawatts. Retenez juste le chiffre 1500, même si, comme on dit, pour nos auditeurs qui nous regardent, les mégawatts n'ont pas de sens, Donc, 1500 mégawatts, c'est quoi exactement? Je vous ai perdu un petit peu. 1500 mégawatts, c'est la capacité installée dans notre pays. Aussi bien voilà, en solaire qu'en diesel, etc. Ok. C'est important que je mette le doigt dessus. Et vous savez, on parle de tripler en fait les énergies propres. J'ai tantôt évoqué les pays tels que la Chine et les États-Unis. Je vais juste vous donner le chiffre de capacité installée de ces pays pour vous montrer. ce sera un tera, c'est ça? Un terawatt. Mais il faut kilowatt. il faut bien s'asseoir, hein, parce que pendant que nous sommes, je vais utiliser la même unité, le mégawatt, pour faire, comme on dit, sortir, comme on dit, le décalage. Pendant que nous sommes à 1500 mégawatts, la Chine est à 2 500 000 mégawatts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oui, c'est à peu près 2 terawatts, quoi. Exactement. 2,5 terawatts. Quand on parle de terawatts, nos auditeurs, ils ne peuvent pas, voilà. Ils ne peuvent pas comprendre, je comprends. Donc, retenez 2 500 000 mégawatts. Tu vois le décalage entre 1500 mégawatts et 2 500 000 mégawatts. Vous descendez chez les Américains, chez les États-Unis, eux, ils sont à 1 300 000 mégawatts. 1 300 000 mégawatts. Mon cher Habib, ces gens qui gouvernent le monde, parce que
Ces histoires de COP, on va y revenir. C'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt national. Chacun tire la couverture de son côté. Quand ils disent qu'ils veulent booster les énergies propres, c'est un fait. OK. Mais comment ils ont fait pour atteindre ces capacités? C'est la question qu'il faut se poser. Ces pays ne sont pas développés avec du... Ils se sont tous basés sur les énergies fossiles. Ils sont tous basés... Pour arriver à ce niveau de développement, ils se sont tous basés sur les énergies fossiles. Et le fait qu'ils veulent nous imposer ce développement propre, entre guillemets, pour moi, c'est une sorte de pouvoir et de contrôle, en fait. C'est comme une sorte de néocolonialisation, hein. Excusez-moi des termes, mais... Je suis d'accord. Vous savez, je prends un témoin Massali. En fait, quand vous lirez l'ouvrage sur le changement climatique, il y a une page où, effectivement, j'expliquais la position de ces pays riches dans cette question de développement durable. Et je n'ai pas hésité vraiment à utiliser le mot hypocrisie. Parce qu'effectivement, dans cette logique de développement durable, vraiment, il y a une hypocrisie énorme qui se passe. Eux, ils sont développés avec ces énergies propres. Maintenant, ils sont développés, ils veulent dire que tout le monde arrête. J'ai été dans un panel, Habib, dans une grande école de la place, et il y a quelqu'un qui m'a posé la question, M. Hadj, est-ce que le mot hypocrisie n'était pas très lourd, très lourd, quoi. À utiliser. Un peu péjoratif, quoi. Exactement. Mais vous savez qu'est-ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit que moi, dans le dictionnaire, j'ai cherché un mot plus dur encore que le mot hypocrisie. J'ai pas trouvé. Voilà. C'est juste pour dire que effectivement, il y a une situation qui est là. Peut-être de la manipulation négative, peut-être. Mais en tout cas, il y a une forme d'hypocrisie et de manipulation. Absolument. Ouais. Et je pense que, bon, ça peut être des complots, des théories de complot. Mais je sais pas, bon, je suis pas en train de dire que je m'associe à ça, mais ce que j'essaie de dire, c'est que, imaginez en fait les 30 années glorieuses, la découverte du charbon, les 3 révolutions industrielles, que ce soit le charbon, la découverte du moteur combustion, le secteur automobile, maintenant le secteur énergie, et là on est dans la révolution numérique. Toutes les 3 précédentes révolutions, elles se sont basées sur les énergies fossiles. Et ces pays, ils ont atteint leur pic, en fait. L'Occident, que ce soit les États-Unis d'Amérique, l'Europe, ils ont atteint un niveau de développement assez élevé qui fait que, en fait, là, ils sont obligés de créer de nouveaux problèmes pour leur faire occuper, quoi. Par exemple, nous, c'est différent. Nous, on a des problèmes primaires, que ce soit la santé, l'éducation. Mais ici, en France, si vous regardez les télés, ce que vous voyez, c'est des débats homosexuels, des débats, est-ce qu'on a le droit de porter des djellabés dans les écoles? Est-ce qu'en fait, les systèmes de transport, par exemple, un métro qui vient avec 2 heures de temps de retard. En fait, c'est des débats qui n'ont rien à voir avec nous, nos débats dans nos pays. Et du coup, vouloir nous imposer un développement uniquement basé sur les énergies propres, sachant que, par exemple, au Sénégal, on vient juste de découvrir du gaz et du pétrole, et non, c'est pas possible. On sera obligé de les exploiter et d'en tirer des économies qui, dans l'avenir, pourront servir à développer d'autres sources d'énergie beaucoup plus propres. Mais en fait, ne nous ôtez pas cette opportunité économique qu'on a pour pouvoir, en fait, nous solidifier avant de pouvoir aller vers d'autres horizons, quoi. Je suis complètement d'accord. Je suis d'accord à 100% sur ce concept, sur cette position. Ce que je peux rajouter sur cette question, en tout cas, de nous enfermer dans les énergies propres, je vais revenir sur le fameux facteur de charge, sur, en tout cas, la productibilité qu'on peut tirer du solaire. Vous l'avez dit, si on veut, en tout cas, booster notre système énergétique avec des énergies propres, en tout cas pour le Sénégal, il va falloir étaler beaucoup de panneaux. Je vais vous dire, le Sénégal, c'est pas comme le Mali. Nous n'avons pas une surface élastique. Ouais. Quand on étale des panneaux, il faut sacrifier des terres.
Et sacrifier des terres, ça veut dire les terres avec des rendements agricoles, les terres agraires risquent d'être utilisées au profit de mettre des panneaux solaires. Mais ça, c'est un problème extrêmement grave pour nos pays. Enfin, pour notre pays, parce que tout le monde sait que notre population va augmenter crescendo. Les besoins primaires, les besoins en tout cas de nutrition vont augmenter. Effectivement, si on se met à sacrifier des terres, ça veut dire que avec les changements climatiques aidant, les menaces, je les ai toujours dans ma poche, les rendements agricoles qui vont baisser. En plus, si on doit sacrifier vraiment des terres, ça veut dire que on aura à un moment donné, on ne pourra plus satisfaire vraiment une demande nutritionnelle pour des pays comme le Sénégal. Et ça, c'est extrêmement grave. Ouais. Surtout qu'on est dépendant de l'agriculture aussi. Mais clairement, on a besoin des terres pour continuer de faire de l'agriculture. Clairement. On peut pas en fait déplacer des agriculteurs et des paysans pour venir installer des cellules photovoltaïques ou des centrales solaires éoliennes. Ce serait extrêmement grave. Ce serait extrêmement grave. Donc, ce serait extrêmement grave. Oui. Juste pour linker cette question donc des énergies propres par rapport à l'objectif de sortie des énergies fossiles, vous l'avez marché sur la langue. C'est-à-dire que ces gens ont un agenda qu'ils ont mis en place. Ils sont développés et ils veulent nous contenir dans notre ghetto. La question, la question vraiment, elle est toute simple. Est-ce que nous, on doit être assez, excuse-moi, assez bête pour les suivre? Mais écoute, de toute façon, si on fait l'erreur de les suivre dans leur logique, de sortir, en tout cas de ne pas utiliser nos énergies fossiles qu'on vient de découvrir, ce serait extrêmement grave. Et je vais vous donner aussi une indication. Et j'espère vraiment qu'on n'est pas aussi dupe que ça, quoi. Bon, au moins, j'espère que nos gouvernants ne sont pas aussi dupes que ça. J'espère qu'ils vont pas tomber dans le piège. Mais je l'espère aussi, parce que vous savez, en fait, ceux qui vont à la COP. La COP, c'est vraiment une instance de décision. Quoi qu'on puisse dire, c'est une instance de décision parce que, tout simplement, il y a des décisions liées aux politiques énergétiques de ce monde qui se décident sur place. Quand un pays... Mais est-ce que... Vas-y. Non, de développer d'abord. En fait, je voulais poser la question à savoir, est-ce que le comité, est-ce que COP en tant qu'une institution, est-ce qu'elle est efficace? Parce qu'on a vu l'accord de Paris, les États-Unis ils l'ont signé, mais ils l'ont pas ratifié. Donc il y a pas mal d'engagements qui sont pris, mais derrière, au niveau régional ou au niveau local, au niveau national, les pays n'y vont pas jusqu'au bout, quoi. Là, vous posez une question encore extrêmement intéressante parce qu'effectivement, vous prenez le cas des États-Unis. Vous savez, il y a un adage, vous le savez autant que moi, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Voyez-vous, quand on voit l'histoire de ce monde où nous vivons, les États-Unis ont signé l'accord de Paris en 2021, en 2015. Trump, il est venu au pouvoir en 2016. Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré l'accord de Paris. Il a dit qu'il avait, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais il a dit que moi, je ne rentre pas dans ces... je rentre pas en fait dans ce discours. Parce que tout simplement, ce qui intéressait Trump, ce sont les intérêts américains. C'est le protectionnisme, le nationalisme, l'Amérique d'abord. Et ça, on peut pas le blâmer pour ça, quoi. Franchement, moi, j'aurais aimé avoir un leader pareil. En fait, c'est comme si vous êtes dans votre maison, vous aurez aimé que votre parent vous protège, quoi. C'est logique. Mais c'est exactement ça. Moi, Trump, ça dit que, quoi qu'on puisse lui dire, ça dit que vraiment, il défend les intérêts américains d'abord. Quand il dit America the first, ça veut dire beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de choses. Mais c'est juste pour dire,
que quand je dis que les États n'ont pas d'amis, donc des intérêts, les États qui sont à la COP ne sont gouvernés, enfin, ne sont drivés que par leurs intérêts. Prenez le cas des Indiens, prenez le cas des Chinois. Malheureusement, je ne sais pas qui va en COP chez nous. Moi, je n'ai pas été à la COP, je n'ai pas été dans la délégation sénégalaise. Mais les délégations africaines, croyez-moi, s'ils y vont sans comprendre les véritables enjeux, on ne va pas les écouter. On ne va pas les écouter et ils vont se faire marcher. La COP, c'est vraiment un organe de décision, c'est un organe d'orientation de politique énergétique. Et c'était le moment, comme on dit, de mettre sur la table, comme on dit, la compréhension des questions énergétiques. Je fais juste un petit focus par rapport à notre président actuel, Macky Sall, parce que moi je l'ai écouté, j'ai écouté son discours à la COP, et sincèrement, j'ai bien apprécié sa position. Parce que tout simplement, quand je l'écoute, en tout cas sur cette question énergétique, c'est quelqu'un qui a compris les véritables enjeux. Et quand il dit que, effectivement, on ne peut pas nous empêcher d'utiliser notre gaz et notre pétrole, mais croyez-moi, il a parfaitement raison. Et il faudrait que tous les Africains sachent que nous n'allons pas nous développer avec des énergies propres. Parce qu'aucun pays ne l'a réussi. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est clair. Maintenant, est-ce qu'on peut entrer dans le débat du fonds perte et préjudice et aussi les JET, je pense que c'est Just Energy Transition Partnership, c'est les accords de transition énergétique, je ne sais pas comment on le dit en français. Mais d'abord, le fonds perte et préjudice. C'est comme un petit peu le débat des Noirs, des Afro-Américains qui demandaient en fait à leur gouvernement de leur dédommager pour l'esclavage, quoi, et la période d'esclavage, parce qu'ils ont subi des actes atroces et ils méritent d'être dédommagés. On a vu aussi que en Afrique du Sud, après l'apartheid aussi, il y a eu une sorte de fonds perte et préjudice pour dédommager en fait les gens qui ont été torturés, déplacés de leur terre, ainsi de suite. Donc, est-ce que ce fonds-là, ça va dans ce sens d'indemniser, de dédommager les peuples ou bien les pays les moins développés et qui subissent en plein fouet les impacts environnementaux? Tout à fait. Cette question de perte et dommages, c'est une question vraiment, en tout cas, particulière. Moi, j'ai suivi la COP à distance. Donc, je suivais vraiment depuis le premier jour, le 28, la COP a démarré le 28 novembre, pour se terminer, le 12 avec ces résolutions. Mais je vous dis quelque chose qui m'a personnellement choqué. La COP, en fait, ceux qui ont l'habitude de suivre les COP, ils savent qu'il y a un processus. Il y a un processus que les gens suivent. Il y a des négociations, il y a des prises de position, etc. jusqu'au moment final où on doit sortir, comme on dit, les résolutions. Et les résolutions ne sortent généralement que le jour J ou même quelquefois bien plus tard que le jour J, parce que c'est des actes de négociation. Mais il y a quelque chose qui m'a personnellement, quand je dis qu'il y a quelque chose qui m'a personnellement choqué, en fait, c'est parce que tout simplement, ceux qui ont suivi la COP 28 en particulier, c'est que dès le premier jour, ou je ne sais pas, le deuxième jour, ils ont mis sur la table cette résolution pour dire que on va dédommager, on va faire sortir un fonds de dédommagement pour les pays impactés. Moi, ça m'a fait rigoler. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Quand j'ai entendu ça, je me suis dit que ça, c'est de l'aspirine pour nos pays. Non, mais je t'assure. C'est des calmants qu'on nous donne, en fait. Exactement, c'est le terme. C'est des calmants qu'ils ont mis sur la table. C'est comme un enfant que tu veux calmer avec un jouet.
Avec un jeu ou avec des bonbons. Mais, Habib, ces gens sont dangereux. Je t'assure que ces gens sont dangereux. Moi, quand j'ai entendu cette résolution en début de COP, j'étais sidéré. J'ai dit que j'espère que ceux qui nous représentent vont comprendre la manipulation que ces gens sont en train de faire. Non, c'était péjoratif quand même. Moi, je trouve que c'était flagrant, quoi. C'était comme dire, on vous a fait du mal, mais on s'en tape. Prenez l'argent et foutez-vous, quoi. Foutez-vous dehors. Foutez-vous le camp, Je quoi. te jure, Habib, c'est exactement ça. C'est comme un criminel, en fait, qui viole quelqu'un et après, il te dit, OK, je suis prêt à te payer, quoi, pour qu'on n'aille pas au procès. Ça n'a pas de sens, quoi. Mais c'est terrible. Tu peux le tourner dans tous les sens. C'est-à-dire que tu vas rigoler. Mais moi, quand j'ai entendu ça, la première, en tout cas, le premier sentiment que j'ai eu, j'ai dit que j'espère que ceux qui nous représentent seront à la hauteur. Et quand je dis seront à la hauteur, vous savez, tant que l'Afrique restera dans une position un peu de demandeur, je sais pas, tant que l'Afrique restera vraiment dans une position, en tout cas, de tendre la main, ce continent ne sera jamais respecté. Ouais, je suis d'accord. Et vous savez, pour revenir sur cette aspirine, sur ce calmant que les gens ont mis sur la table, ils savent pertinemment que les Africains sont à la COP pour demander de l'aide. Ce continent, Habib, moi j'aime bien vos podcasts parce que il y a ce côté panafricaniste. Il y a ce côté, comme on dit, vouloir tirer ce continent vers le haut. Ce continent, il est extrêmement riche. Ce continent, il est extrêmement riche, aussi bien en sous-sol qu'en ressources humaines. Il suffit, en tout cas, qu'on ait, en tout cas, ce que je puis dire, l'environnement et le leadership qu'il faut pour être les maîtres de ce monde. Et quand je dis les maîtres de ce monde, moi je pèse mes mots. Prenez tout ce qui vous entoure, Habib. Tout ce qui vous entoure. Tout ce qui vole, je sais pas, tout ce qui voguent dans les mers, etc. Il n'y a pas un produit fini qui ne trouve pas sa matière première en Afrique. Ce n'est pas possible. En Afrique, ce n'est pas possible. Mais ça, c'est juste pour vous dire, nous, on n'a pas compris réellement notre potentiel, en tout cas, de développement. Et les autres, c'est toujours, je les appelle les riches. Ils savent que ce continent va venir encore une fois, excusez-moi du terme, pour mendier, mais on va lui tendre le bonbon très tôt. Mais en fait, j'aimerais que vous m'aidiez à comprendre la différence entre le fonds perte et préjudice et les partenariats de transition énergétique juste. Parce que si je comprends bien, les partenariats de transition énergétique juste, en fait, c'est un pays comme le Sénégal qui, en fait, s'engage à respecter un objectif fixé par les Nations Unies, par la COP. Et derrière, en contrepartie, les Nations Unies financent en fait des mécanismes de développement propres pour aider ces pays à atteindre cet objectif. Si je comprends bien, quoi, c'est ça les JEP. Maintenant, le fonds de perte et préjudice, c'est quoi exactement ça? Ça veut dire que le dégât est déjà fait. Ils vont quantifier, estimer, analyser et qualifier ces dégâts en termes d'argent et puis ils donnent, en fait, ils indemnisent en fait la quantité estimée, l'argent en question pour pouvoir en fait remédier à tel problème déjà causé. C'est ça la différence entre les deux ou? Vous l'avez résumé, hein? Moi, je suis pas dans le secret des COP, mais je l'ai compris. Okay. Je l'ai compris exactement tel que vous l'avez expliqué. Parce qu'effectivement, quand on parle de perte et préjudice, c'est un fonds de dédommagement. Oui, le dégât est déjà fait, quoi. Exactement. Le problème est déjà causé, quoi. La balle est déjà tirée. Ouais. Avant d'aborder les JETP, permettez-moi, Habib, de rester un tout petit peu sur ces pertes et dommages. Okay. Vous savez, ce qui se passe dans ce monde est, j'allais dire, ahurissant. Parce que
Ces pertes et dommages dont on parle, on en parle, vous savez, c'est pas depuis la COP 21 de Paris, mais c'est depuis la COP de Copenhague en 2009. Ok. Entre 2009, 2015, la COP de Paris, et 2028, il s'est passé beaucoup de temps. La température de ce globe a certainement augmenté. Ces pertes et dommages, si on les cale, en tout cas sur une période comme la période de l'accord de Paris, on l'aura pas actualisé. Parce que les dommages de 2009 et de 2015 ne sont pas les mêmes que les dommages de 2023. Faites un tour juste ici à côté, à Bargny. Si vous continuez vers Saint-Louis, etc., le problème d'érosion, mais c'est de plus en plus aigu. L'érosion côtière. L'érosion côtière, c'est dû à l'augmentation des niveaux de la mer. Le réchauffement climatique est à l'origine. Mais ces pertes et dommages, je ne sais pas comment nos négociateurs, en tout cas s'ils sont pris, mais encore une fois, Habib, c'est pour vous dire que cette COP, c'est une question très sérieuse. Il faudrait que des spécialistes, en tout cas, soient mandatés pour aller défendre ce continent. Parce que tout simplement... Parce que c'était ça ma question, en fait, du genre, sur quel levier on va se baser pour quantifier ces pertes et pour dégager les fonds nécessaires. En fait, par exemple, l'histoire de Bargny, là, ou de Saint-Louis. Mais comment ces gens-là peuvent avoir accès à ces fonds parce que je pense qu'ils le méritent, quoi. Ils subissent en plein fouet les dégâts et les impacts environnementaux de l'érosion côtière. Clairement. Parce que quand on parle de dégâts, il y a toujours une référence. Il faut se référer par rapport, comme on dit, à une période bien déterminée. Moi, cette histoire de pertes et dommages, mais écoute, si on doit le mettre sur la table en tant que négociateur, moi je dirais que prenons comme référence l'année où nous sommes, l'année 2023. 2023 et la COP a eu lieu en 2023. Et maintenant, on va se projeter sur l'avenir. Mais si on veut rester dans les projections de 2009-2015, mais c'est comme vous aidez quelqu'un à faire face à la montée de la mer avec un budget en 2009-2015. L'augmentation de la mer, elle ne va pas attendre, elle va continuer. Le gars, il va construire sa digue de protection, mais cette digue va être submergée parce que le niveau de la mer va être dépassé. Va la dépasser. Il faut actualiser. Et ça, c'est une question, comme je dis, moi en tout cas, je ne suis pas contre les Africains qui défendent cette idée de perte et dommages. D'indemnisation. Parce qu'effectivement, il y a un fait qui est là. L'Afrique n'est pas responsable de cette pollution. Et vous l'avez dit, l'Afrique subit de plein fouet cette pollution. Il faudrait que cette Afrique soit, comme on dit, en tout cas, dédommagée des pertes et dommages. Mais ce qui est important à savoir, il faudrait que ce continent sache négocier. Et malheureusement, moi j'ai l'impression que souvent les gens qui vont à la COP, ce ne sont pas les gens, en tout cas, qui sont assez avertis de certaines questions. Mais bon, c'est malheureux. Mais c'est des gens qui sont heureux d'être invités à la COP plus que de trouver des solutions pérennes pour le continent. C'est malheureux. Maintenant, c'est dommage. c'est malheureux. Oui, maintenant les jets, maintenant. Les jet pis, voilà une question, en tout cas, je puis assez intéressante. Parce que vous savez, les jet pis, théoriquement, je dis bien théoriquement, quand on le voit sous l'angle, en tout cas des riches, ils le voient comme la résolution visant à booster les énergies propres. Les jet pis, ce n'est rien d'autre que, effectivement, pour le cas du Sénégal, parce qu'effectivement, il y a différents jet pis, il y a le jet pis sud-africain, et il y a le jet pis Vietnam, etc. Et tous ces pays dont on parle, Sud-Afrique, Vietnam, c'est pour les aider à sortir du charbon. Voilà, parce que c'est des pays qui sont dépendants à 90% de charbon. Donc, c'est pour les aider à sortir du charbon, pour atténuer, pour le terme mitigation dont on parle, pour atténuer vraiment les émissions de CO2.
Nous, au Sénégal, nous ne sommes pas producteurs de charbon. Moi, je suis l'un des spécialistes dans ce domaine. La Sénélec utilise beaucoup plus de fuel pour faire tourner... De dérivés pétroliers, exactement, pour faire tourner ces industries. Le Sénégal vient de découvrir du gaz. Il y a un programme Gas to Power qui est mis en place. Le JETP sénégalais, c'est quoi? Typiquement, c'est pour nous, entre guillemets, c'est pour nous aider à booster notre part de renouvelables. Actuellement, c'est en quelque sorte de faire du mix énergétique, quoi. Ça va au-delà. Ça va au-delà. Ok. C'est de faire du mix énergétique, c'est vrai. Mais l'objectif, en tout cas, qui est recherché par ces riches, par ces G7, je vais vous donner le taux de part d'énergie renouvelable au Sénégal. Actuellement, il est à peu près de 32%. 32%. Okay. La part de renouvelable. Exactement. Okay. Quand on prend le parc à 100%, le renouvelable pèse 32%. Maintenant, si on fait un focus sur ces 32%, on a 5% qui proviennent de Manantali avec l'énergie hydraulique. Okay. Et on a 27% qui sont représentés par la part solaire et renouvelable. La part solaire et éolienne. Éolienne, ouais. Exactement. Donc, c'est en fait l'éolien. Je ne sais pas si vous connaissez la centrale Taïba Ndiaye. Oui, je connais bien. Voilà, c'est une des rares centrales, effectivement. Mais moi, ce qui me pose problème dans ce JETP, c'est que on veut, d'ici 2030, on veut faire passer notre taux de renouvelable qui est actuellement de 32%, on veut le faire passer à 40%. Ok. Quand on dit 40%, les 5% de Manantali ne vont pas bouger. Ouais. Donc ça veut dire on va faire monter les chiffres du solaire et éventuellement de l'éolien en fonction des gisements qui sont disponibles. Ouais. Croyez-moi, j'ai donné en fait le fossé qui nous sépare, en tout cas des puissances industrielles. Moi, tout mon problème, en fait, il est là. Parce que quand on veut asseoir son développement, il y a un processus. On ne se lève pas pour dire que je vais atteindre 40% de renouvelables. Ce n'est pas comme ça. Quand un pays veut asseoir son développement, il va s'appuyer sur certains ministères. Ce sont ces ministères qui vont définir la politique de développement. Vous prenez le ministre de l'Industrie, il va dire, moi, je peux faire une feuille de route qui peut mettre le Sénégal sur orbite en installant des industries de transformation. Ok. Et quand ce ministère mettra sa feuille de route, il va transmettre le besoin au ministère du pétrole, au ministère de l'énergie. Et c'est à eux de planifier les futurs besoins. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, je vous suis bien. C'est juste pour dire que quand on veut asseoir un développement, on met le curseur sur notre capacité électrique à augmenter. Et tout va dépendre de notre feuille de route de développement qu'on s'est tracée. Ok. Maintenant, il faut se baser sur des plans d'action concrets et fiables, pas juste sur des termes. Mais affirmatif, ça dit que vraiment, pour asseoir un développement, il faudrait avoir comme objectif de mettre en place des industries qui vont faire travailler les jeunes. Ces industries, c'est très simple. Ces industries sont alimentées par de l'énergie, encore une fois. Et le Sénégal, je vous ai donné sa maigre capacité électrique.
quand on veut être à 1500. Ce fameux 1500 mégawatts. 1500 mégawatts, mais c'est de l'eau à boire pour certains pays. C'est rien du tout. Si on voulait faire 100% de renouvelables avec ces 1500, mais la Chine, si je vous donne leur capacité actuelle, mais je vais rester sur le cas du Sénégal. Le Sénégal, si le Sénégal veut être un pays industriel, il devrait passer de 1500. Moi, je ne suis pas ministre de l'Industrie, à 20 000 mégawatts. Ok. C'est vraiment un exemple. 1500 à 20 000, Ouais. je veux dire, c'est... Pour vous donner le cas de l'Afrique du Sud est à 80 000 mégawatts de puissance installée. 20 000, installée. Ok. 20 000, moi je l'annonce comme ça parce qu'on est en débat, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste pour vous dire la progression qu'il faut. La progression, non, en tout cas, on est carrément en retard et on a du chemin à parcourir. Ça, il n'y a aucun doute dessus. On a beau édulcorer le débat, on peut dire tout ce qu'on veut, mais la réalité est que on a du chemin à faire, là. Absolument, on a du chemin à faire. Et juste pour vous donner cet exemple, quand on dit que le Sénégal veut passer de 1500 à vraiment à X, qui peut être 20 000, 25 000 mégawatts, mais c'est là qu'on va dire quelle énergie il nous faut pour atteindre ce niveau de développement. Et c'est là où on... Donc, exactement. Et c'est là où on mettra sur la table, maintenant, il nous faudrait des centrales à gaz, combinées avec un peu de solaire, un peu d'éolien, qui va être à quel taux, mais quand on met en avant un taux qu'on va atteindre, 40%, mais ça veut dire que c'est la charrue avant les bœufs. C'est la charrue avant les bœufs, parce que moi, encore une fois, c'est pas comme ça qu'on va asseoir notre développement. Et ces gens, encore une fois, Habib, ces gens, ils veulent nous maintenir dans notre pauvreté énergétique. Mais je suis d'accord. En fait, on peut en parler toute la journée, mais on est un peu tenu par le temps. Mais un peu pour résumer, on a vu en fait que les engagements qui ont été pris durant la COP, c'était d'augmenter le part des énergies propres dans nos capacités et de la création du fonds pertes et préjudices. Et aussi, le troisième objectif, c'était quoi? C'est la sortie, en fait, c'est de quitter les énergies fossiles. Et d'après vos explications, vous avez bien expliqué que pour les énergies propres, ce qui serait idéal, c'est de faire du mix énergétique. Ça veut dire au niveau rural, on peut installer des panneaux solaires, des centrales éoliennes pour répondre aux besoins primaires de ces populations qui, vu que, en fait, leur besoin en électricité n'est pas aussi élevé en termes de matériel et d'équipement. Par contre, pour les villes qui ont une demande assez élevée en termes d'électricité, on est obligé de passer par des énergies fossiles, d'avoir des centrales qui se basent sur du fuel, comme ce qui se fait avec la Sénélec. Et avec le temps, la découverte du pétrole et du gaz, on pourra en fait industrialiser, investir et puis sur le long terme aller de plus en plus vers les énergies propres, quoi. Maintenant, on a vu ça, la création du fonds pertes et préjudices. Là, on est tout à fait d'accord que c'est flatteur et que c'est pour indemniser certains impacts environnementaux ou bien certaines catastrophes que subissent certains pays ou certaines villes, que ce soit les régions côtières, que ce soit l'augmentation du niveau de la mer, la sécheresse. Maintenant, on ne sait pas sur quel levier on va se baser pour faire ces financements, comment ça va s'organiser. Et le dernier point, les énergies fossiles, l'équité. Bon, ils ont mis en place les partenariats de transition énergétique juste pour augmenter la part du renouvelable, mais ça va prendre du temps. Maintenant, j'ai juste quelques questions de conclusion. Je pense que ce débat, ça peut continuer pour une éternité. Et c'est normal aussi pour les gens qui nous écoutent, bon, surtout les Européens ou les Américains qui nous écoutent. Sachez qu'on est des Africains et c'est normal qu'on essaye de défendre nos propres intérêts. Et il y a rien de mal dans ça, il y a rien d'hypocrisie dans ça. C'est juste un débat intellectuel fondé sur des chiffres, mais aussi avec des conclusions qui nous arrangent pas forcément avec des conclusions généralistes, quoi. Donc, Haj, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'avenir, pour notre avenir? Je suis optimiste. Moi, je dirais, je suis un peu mitigé. Je suis optimiste. Pourquoi mitigé?
Le oui, en fait, c'est par rapport, comme on dit, à cet éveil de conscience que je constate pour les Africains. Il est dû lié par un nom, parce que tout simplement, quand je vois, en fait, en tout cas, nos leaders, ou en tout cas nos leaderships qui nous gouvernent, j'ai comme l'impression qu'il y a encore un décalage, il y a vraiment un fossé qui nous sépare, parce que c'est à eux vraiment de nous représenter, encore une fois, en termes de développement, en termes de présence en COP. Mais si ces gens, en tout cas, ne comprennent pas, ou bien n'ont pas cette capacité de nous représenter, c'est là où je suis moins optimiste. Mais par rapport à l'éveil de conscience africaine, crois-moi, de plus en plus, les Africains se réveillent. Voilà. Et l'autre question, c'est qu'est-ce qui vous empêche de dormir ces temps-ci? Ce qui m'empêche de dormir en tant que Sénégalais, c'est... de manière générale, comme vous voulez, vous pouvez, pouvez répondre à la question comme vous voulez. En fait, ce qui m'empêche de dormir pour le cas du Sénégal, c'est vraiment la question politique. Hein? Oui, les élections. Voilà, les élections qui se trament avec, en tout cas, toute cette marmite qui est en train de bouillir. Hein? Dans un cadre plus général, ce qui m'empêche de dormir dans ce monde, c'est que effectivement, je le ramène toujours à ce débat entre riches et pauvres. Ben, c'est que ces riches, ben, moi, en tant qu'Africain, je défends mes intérêts, comme vous l'avez dit. Ce qui m'empêche de dormir, c'est que ces riches veulent nous contenir dans notre ghetto pauvreté. de pauvreté. Et ça, franchement, c'est, pour ma part, pour les générations qui vont venir, c'est une catastrophe. Voilà. Je suis d'accord. Et troisième question, quelle est la plus grande leçon de votre vie? Ma plus grande leçon de ma vie, ça peut faire l'objet d'un autre débat entre... c'est clairement parce que, enfin, je le dis, vous voyez tous ces ouvrages que j'ai produits, toutes ces productions, un ingénieur, généralement, il n'écrit pas, hein, ou bien il écrit rarement. Oui, généralement, voilà, oui. Vous êtes ingénieur. Il cherche des solutions, quoi. Exactement. Mais, Habib, ces productions intellectuelles, je les ai produites à Rebeuss, à la prison de Rebeuss. Parce que tout simplement, j'ai été retenu pendant 2 ans et demi sur une affaire dont je n'avais absolument rien à voir. Mais malheureusement, notre justice, elle fonctionne comme elle est. Fallait faire, comme on dit, des enquêtes. Au lieu de me délivrer ce qu'on appelle une liberté provisoire avec contrôle judiciaire pour que je puisse vaquer à mes occupations, mais ils m'ont retenu pendant 2 ans et demi avant de me délivrer un non-lieu. Ah ouais. Voilà. Mais j'ai pas perdu mon temps dans cette épreuve. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis mis à la lecture et à l'écriture. Et c'est là où j'ai produit disons, cette production. Et il y a d'autres qui vont suivre. Hein. Donc, ma plus belle leçon de vie, franchement, c'est que Dieu est au contrôle. Voilà. Donc, cet épisode vraiment de Rebeuss m'a énormément appris dans la vie. Et au-delà, en fait, de l'écriture, il y a plein de valeurs, plein d'enseignements que j'en ai tirés. Et ça peut faire l'objet vraiment d'une autre émission. Voilà. Oui, je n'étais pas au courant de cette phase de votre vie, mais je compatis et je vous partage toutes mes prières de sympathie. Merci beaucoup. Et la dernière question, c'est quelle influence aimeriez-vous laisser dans ce monde? Ben, en fait, comme nous sommes dans en tout cas, dans un cercle, ça s'appelle cercle d'influence, il me semble. Oui, c'est ça, cercle d'influence. C'est que, en fait, mon plus grand souhait, c'est que mes écrits puissent vraiment servir aux futures générations. Parce que écrire, c'est une chose, mais quand on écrit, il faut généralement que cela serve. Et moi, vraiment, l'espoir que j'ai, c'est que ces écrits et d'autres qui vont venir puissent en tout cas éclairer les futurs, en tout cas les Africains en général, que ce soit jeunes ou moins jeunes, ben, sur le fait qu'effectivement ce continent a d'énormes potentiels qu'il faudrait exploiter par les Africains
est pour les Africains, pas pour les Européens. Voilà. Ouais, je suis parfaitement d'accord. En tout cas, mais comme on dit, quoi, si on écrit, c'est pour que nos pensées restent au-delà de notre mort, en fait. Et je pense que la meilleure manière de s'éterniser, c'est d'écrire et de laisser ses pensées pour que les prochaines générations puissent en bénéficier. Et ça, c'est une cause noble, hein, et je vous en félicite. Et je sais que ce n'est que le début. Et en tout cas, si on peut être utile sur quoi que ce soit, n'hésite pas. Je suis honoré de vous avoir sur le Cercle d'Influence Podcast. J'ai beaucoup appris à travers cet échange et j'espère que dans l'avenir, il y en aura d'autres. En tout cas, merci beaucoup. Maintenant, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, comment ils pourront entrer en contact avec toi? Est-ce que tu as d'autres projets dans l'avenir qui vont venir bientôt? Mais effectivement, pour les gens qui nous regardent, je pense que mon contact mail, je pense que je peux le. Oui, je mettrai Super. ça dans les show notes Super, comme d'hab. super, Tu super. vois. Donc, à travers. Et t'es sur les réseaux, vous êtes sur les réseaux. Excusez-moi. Effectivement, je suis sur les réseaux, je suis sur Facebook, je suis sur LinkedIn. Effectivement, voilà. Donc, sur ce point, en fait, il y a vraiment aucun souci. Ils pourront, en tout cas, échanger, ils pourront partager avec moi sur certains sujets, il n'y a pas de problème. Maintenant, par rapport, comme on dit, au projet, cette épreuve que j'ai vécue m'a, en tout cas, permis d'écrire beaucoup de manuscrits que je détiens actuellement. Et je suis actuellement à l'œuvre pour les transcrire en ouvrage. J'ai aussi mon propre cabinet qui intervient dans les énergies propres, hein, dans l'efficacité énergétique. C'est juste pour dire que moi je suis préoccupé par le développement de ce continent. Si je milite pour les énergies propres, si je milite pour l'efficacité énergétique, je sais que effectivement l'Afrique a un énorme potentiel et qu'il faudrait en profiter. Et je suis présentement au Sénégal et je vais être en Côte d'Ivoire pour développer en fait cette activité. Super. En tout cas, mes félicitations et bonne chance pour le reste. Les gars, c'était le Cercle d'Influence Podcast avec May Haj. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.